pour cette invitation et cette organisation. Alors, je vais partager mon écran ici, si je veux bien. Voilà, dites-moi si vous voyez comme il faut. C'est tout bon? Je vais Oui, mettre un c'est sur c'est- la- c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter cette initiative Peer Community In et ce journal, Peer Community Journal. C'est une initiative qu'on a cofondée donc avec Thomas Guillemot et Benoît Facon. Et donc, ça repose sur les préprints. Nous allons voir ça. Alors, j'aimerais, avant donc, de démarrer dans le cœur, de vous expliquer PCI et Peer Community Journal, vous parler des raisons qui nous ont amenés à fonder cette initiative. La première, c'est qu'on a des problèmes avec le système actuel de publication, avec un problème de qualité notamment, sur le fait que dans pas mal d'articles, il y a une puissance statistique relativement faible. Il y a également du harking, ce qui s'appelle du hypothesis after results are known, ce qui n'est pas une bonne pratique scientifique. Et puis du p-hacking aussi, et dans la discussion, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus. Si vous êtes familier donc avec le système de publication, vous devez savoir également que les données brutes, alors c'est en train de changer, mais ne sont pas toujours disponibles. Les méthodes ne sont pas toujours détaillées, ni toujours complètes. Les paramètres utilisés dans les modèles ne sont pas toujours décrits. Et puis les scripts et les codes utilisés ne sont pas toujours disponibles non plus. Et de tout ça, il en résulte une véritable crise de la reproductibilité, avec des estimations que seulement 20 à 60%, donc plutôt 80% des articles, des études ne sont pas reproductibles, notamment dans certains champs disciplinaires. Le deuxième point qui nous chagrine, ce qui nous chagrinait et qui continue de nous chagriner, c'est que c'est un système relativement inefficace dans le sens où le processus de peer review est assez long. Et donc, et de plus, il y a un processus de soumission, vous devez connaître ça également, d'articles à une revue, de rejet par ces revues-là, de soumission à une autre revue. Et comme ça, il y a un système de jeu de soumission, réjection, en rejet en cascade, qui fait qu'un papier met parfois plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir être lu, de pouvoir publier et lu par les lecteurs. De plus, durant ce processus-là, il y a une perte de l'effort d'évaluation réalisé par les reviewers, d'autant plus discutable, d'autant plus compliqué que le fait de trouver des reviewers n'est pas simple. Ensuite, c'est un système qui n'est pas transparent. Si vous réfléchissez aux articles publiés, les reviews ne sont généralement pas disponibles. Les décisions éditoriales ne sont également pas disponibles. Les éditeurs ne sont pas toujours connus et les conflits d'intérêts pas toujours déclarés. En gros, une sorte de boîte noire entre l'article soumis, son évaluation, cette boîte noire, et l'acceptation, le rejet ou l'acceptation de cet article. Enfin, c'est un système qui est, enfin pas enfin, nous verrons, il y a un autre point, mais un point supplémentaire, c'est que c'est un système assez fermé. On parle de science ouverte, mais on reste sur un modèle dans lequel beaucoup de publications sont derrière des paywalls. Il faut payer pour y avoir accès, ou les universités auxquelles on appartient doivent être abonnées pour qu'on ait accès aux articles. Alors, si on prend les chiffres, en 2023, il y a plus de la moitié des papiers qui sont donc non disponibles, ne sont pas en open access. Alors en France, vous savez, il y a eu une impulsion de la science ouverte, donc ça s'est nettement amélioré. On se retrouve simplement avec 35% des papiers qui ne sont pas disponibles en accès libre. Donc, il y a une amélioration, mais ça fait quand même encore pas mal de papiers clavés. Et puis un dernier point qu'on souhaite souligner souvent quand on fait ces présentations, c'est que le système de publication est très coûteux pour nos systèmes publics donc de recherche. Ce que je vous ai mis là, c'est le prix, le montant exact du coût des publications à l'échelle mondiale. C'est un marché de 10 milliards par an. Vous voyez, pour 3 millions d'articles publiés, avec un coût par article d'environ 3 000 euros. Et le graphe que vous voyez ici, avec les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais qui avoisine 40% pratiquement, ou en tout cas autour de 30%, ce sont les marges bénéficiaires des grands éditeurs commerciaux que vous connaissez avec Taylor & Francis, Elsevier évidemment, Wiley et Apple. Et je ne dis pas Apple, et on a mis ici ceux d'Apple, Google et Amazon, les GAFAM, et vous voyez que donc, les marges bénéficiaires de ces grands éditeurs commerciaux dépassent ceux des GAFAM et sont énormes. Et la raison pour laquelle ils font autant d'argent, c'est que d'une certaine manière, on paye deux fois. C'est-à-dire que nos universités, l'Université de Paris-Saclay, AgroParisTech par exemple, payent pour que l'on ait accès
aux articles et dans le cas des journaux hybrides, ils demandent aux auteurs de payer pour avoir leur article en accès libre. Et d'une certaine manière, on paye même 3 fois, puisque nous, en tant que chercheurs, chercheuses, on fait à peu près tout, c'est-à-dire qu'on écrit les articles, mais on les évalue, on les édite, etc. On est payé par nos institutions de recherche pour faire ça et non pas par ces éditeurs commerciaux. Donc, pour essayer de sortir de là, on a décidé de s'appuyer sur les préprints, que maintenant tout le monde à peu près connaît depuis le Covid-19. Les préprints sont plutôt bien puisqu'ils sont à un coût extrêmement faible. Ils sont gratuits pour les auteurs. Vous pouvez déposer dans HAL ou dans BioArchive ou dans n'importe quel archive ouverte ou serveur de préprint gratuitement vos articles. Et donc, ils sont disponibles gratuitement pour les lecteurs. Ils sont disponibles immédiatement. C'est une façon de les archiver. C'est une preuve d'antériorité. Et puis, ces serveurs de préprint donc, sont indexés dans des databases et on peut trouver donc, ces préprints assez facilement. Mais il y a un problème de qualité, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation formelle des préprints, il n'y a pas de peer review des préprints. Et donc, on peut trouver absolument tout dans les serveurs de préprint, des préprints de très bonne qualité, mais aussi des préprints de très mauvaise qualité. Et ce dont on a besoin, et ce qu'on va nous réaliser avec Peer Community In, c'est l'évaluation de ces préprints. Et c'est ce qui nous permet donc de se réapproprier le système de publication. C'est bien l'objectif. C'est ce que l'on essaie de faire et c'est ce que l'on propose aux communautés, cette réappropriation à travers Peer Community In et depuis maintenant 3 ans avec Peer Community Journal. Et vous allez voir la complémentarité. Donc ces deux systèmes, ça forme un système double de publication. D'un côté, donc, on a Peer Community In, PCI, qui sont des communautés thématiques, on va le voir, qui organisent la peer review et en cas de peer review positive, la recommandation de préprint. Et puis pour les auteurs qui ont des préprints recommandés par les PCI, ils peuvent décider de les publier dans Peer Community Journal, qui est un journal, donc comme l'a dit Stella, diamant, généraliste, car il abrite, vous allez voir, des articles de plein de thématiques différentes. Donc qu'est-ce que PCI? En premier lieu, je vous ai dit, c'est des communautés de chercheurs donc, qui sont organisés pour évaluer à travers du peer review classique et recommander en cas d'évaluation positive des préprints dans leur champ disciplinaire. Alors, ces préprints peuvent être déposés dans des serveurs de préprints tels que BioArchive ou Archive, dans des archives ouvertes également, telles que Zenodo, HAL, dans le système français, etc. Donc, les préprints peuvent être déposés dans plein de serveurs ou archives ouvertes. Et puis, on a fondé des communautés, une première en 2017, qui est PCI Evolutionary Biology, puisque avec Thomas Guillemot et Benoît Facon, on est dans ce champ disciplinaire-là. Et puis, progressivement, d'autres PCI, PCI Écologie, Genomics, Microbiologie, PCI Animal Science. Nous avons maintenant 17 PCI et bientôt 19. Je vous donnerai le détail à la fin de cet exposé. Alors, comment fonctionne PCI? C'est une diapo, disons, une série de diapos importantes pour que vous compreniez le processus. Et vous allez voir, il est assez similaire à un processus dans un journal. La première chose que l'on demande à des auteurs qui souhaitent soumettre pour évaluation leur préprint à une PCI, c'est de le déposer donc dans un serveur de préprint. Ça peut être BioArchive, Zenodo, HAL, etc. Et ce qu'on leur demande également, c'est de déposer en archive ouverte, donc disponible, leurs données brutes, leur script et leur code. Une fois que ça a été fait, ils peuvent se tourner vers leur PCI de leur choix. Donc ça peut être par exemple le PCI écologie si le préprint est dans le champ de l'écologie. Donc là, ils vont soumettre leur article. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des possibilités de faire une soumission directement par HAL si l'article a été déposé dans HAL. Donc, une fois qu'il a été déposé, il peut être soumis à cette PCI. Les auteurs n'ont qu'à donner le lien vers leur article là où il a été déposé. Ils indiquent également le résumé, les auteurs, le titre, etc. Une série donc d'informations. Une fois que la soumission a été validée par le Managing Board, les recommandeurs, ce qu'on appelle recommandeurs à PCI, c'est des éditeurs et des éditrices associés, vont recevoir une alerte comme quoi il y a une nouvelle soumission. Ils peuvent alors consulter le préprint qui a été soumis et si l'un ou l'une d'entre elles, de ces recommandeurs, donc de ces éditeurs ou éditrices associés, est intéressée par le papier, elle va s'en saisir et organiser le processus de peer review. J'ai envie de dire comme dans un journal classique. Alors, il se peut, dans certains cas, ça arrive que le papier n'intéresse aucun recommandeur, aucun éditeur, éditrice, et dans ces cas-là, le papier n'est pas considéré et les auteurs peuvent le soumettre ailleurs dans un autre journal.
Mais donc, dans le cas d'une prise en charge par un éditeur ou une éditrice, l'éditrice va réaliser donc une évaluation, c'est-à-dire qu'elle va inviter des reviewers, et sur la base d'au moins 2 peer reviews, voire plus, elle va prendre une décision éditoriale. Cette décision éditoriale peut être de rejeter le papier, peut-être de demander des révisions aux auteurs, qui dans ces cas-là doivent répondre aux critiques des reviewers et déposer une nouvelle version. Il peut y avoir comme ça plusieurs allers et retours, comme dans un journal, entre donc, les auteurs et l'éditeur. Et troisième possibilité, l'article peut être accepté. Donc même s'il y a plusieurs rounds de peer review, l'article sera soit rejeté, soit accepté. Et en cas d'acceptation, il se passe deux choses. On demande aux auteurs, autrices de déposer leur version finale du préprint toujours dans le serveur de préprint. C'est ce que l'on appelle le PCI recommanded préprint. Et la recommandeuse, ici, va rédiger un texte de recommandation qui est une sorte de news and view qui explique les raisons qui l'amènent à recommander le papier, donc il y a une sorte de mise en contexte du papier, expliquer les qualités du papier, éventuellement leurs limites, les perspectives. Et nous publions ce texte de recommandation, ainsi que les reviews et tout le processus éditorial sur le site de la PCI. Voilà, ça donne ça. Je vous donne c'est une espèce de copie d'écran de ce qu'est une recommandation sur un site d'une PCI. Vous voyez que la recommandation a un titre. Donc cet article ici, Domestication of Different Varieties, etc., qui a été déposé dans bioRxiv, a été recommandé par Christel Fries sur la base de 2 reviews, une faite par Delphine Sicard et un reviewer qui a décidé d'être anonyme. Donc la recommandation a un titre. Ici, vous voyez ce texte de recommandation, court, une demi-page, avec des références. Et si vous alliez dessous ce texte de recommandation, vous verriez l'ensemble du processus éditorial avec les reviews. Tout est transparent. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces articles recommandés? Donc, les auteurs peuvent décider de laisser ce PCI recommanded préprint, puisqu'il a été validé dans les serveurs de préprint et considérer que c'est bon, c'est validé, c'est dans la littérature et c'est suffisant. Mais on sait très bien que pour différentes raisons d'évaluation, de prestige, tout ce que vous voulez, les auteurs, autrices sont souvent amenés à vouloir publier leur article. Et donc là, s'offrent plusieurs possibilités. La première, maintenant, depuis 3 ans, c'est une possibilité de transférer pour publication directement leur article dans Peer Community Journal, donc ce journal diamant généraliste qui est prêt à accueillir et à publier donc tout article recommandé par une PCI. Mais ils peuvent aussi décider de les soumettre à une PCI Friendly Journals. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories de journaux qui se déclarent donc PCI Friendly, on va voir pourquoi. Ou, de toute façon, comme ça reste un préprint, ils peuvent le soumettre également à n'importe quel autre journal pour donc évaluation et publication. Alors, vous allez voir qu'il y a 3 types de journaux PCI Friendly. Il y a une première catégorie qui accepte directement, sans review complémentaire, tout article, tout préprint recommandé par une PCI. Une autre catégorie de PCI Friendly Journals qui disent, nous, on n'accepte pas nécessairement de manière inconditionnelle, mais on s'engage à donner une réponse rapide aux auteurs s'ils font une pre-submission inquiry. En gros, les auteurs leur envoient leur préprint recommandé, le lien vers les reviews pour que les éditeurs de ces journaux puissent voir la qualité des reviews. Et sur cette base-là, les revues vont décider rapidement s'ils sont intéressés par l'article, s'ils vont le mettre en revue complémentaire ou s'ils ne sont pas intéressés. Et l'avantage de ça, c'est qu'en ayant une réponse rapide, les auteurs peuvent décider en fonction de cette réponse, soit d'accepter la proposition du journal, soit à tout moment de revenir en arrière, de le soumettre à un autre journal PCI Friendly, ou à tout moment décider de le publier dans Peer Community Journal. Donc, je vous montre un tout petit peu voilà, l'étendue des journaux qui sont dans ces différentes catégories. Donc ça, c'est des journaux qui acceptent sans review complémentaire tout article recommandé par une PCI. Là, vous voyez, c'est la liste des journaux déjà donc, qui se sont affiliés à la deuxième catégorie des PCI Friendly Journals, c'est-à-dire qui donnent une réponse rapide, inférieure à 10 jours, inférieure à 5 jours, ça dépend des journaux, à une pre-submission inquiry. Et puis, toute une liste également de journaux qui ne s'engagent pas à donner une réponse rapide, mais qui s'engagent à tenir compte des évaluations réalisées par PCI pour accélérer leur processus éditorial. Quelques mots sur Peer Community Journal. Donc, c'est un journal que l'on a fondé en novembre 2021. Il est diffusé par le centre Mersenne et UGA Éditions. Il accepte donc tel que uniquement les papiers
recommandé par, donc uniquement les préprints, recommandés par les PCI. C'est un journal diamant, donc gratuit pour les lecteurs, puisque tout est en accès libre, et gratuit pour les auteurs. Il n'y a pas d'article processing charge pour publier. On n'est pas bien loin maintenant de 400 articles publiés, et c'est un journal, je l'ai dit, généraliste, c'est-à-dire que comme il accueille les articles, les préprints recommandés par les différentes PCI, et on va voir qu'elles sont dans des thématiques différentes, on a des sections dans ce journal-là, une par PCI. Donc, à chaque fois qu'on ouvre une PCI dans un nouveau domaine, on ouvre une nouvelle section dans le journal. Donc, on a à l'heure actuelle 19 sections qui correspondent aux 19 PCI déjà ouvertes. Tous les articles sont publiés avec une licence CC BY. Et puis, progressivement, Peer Community Journal est indexé dans les grandes bases de données. Il a été indexé cette année dans Scopus, très récemment par le Web of Science, il est dans Google Scholar, Dimensions, etc. Là, vous voyez un article, une page d'accueil, une première page d'un article publié dans Peer Community Journal. Ça, donc une diapo pour vous donner une idée de là où on en est des différentes PCI. Je vous l'ai dit au tout départ, on a fondé la première PCI en 2017 en biologie évolutive, puisque c'est notre champ disciplinaire, c'était plus facile de l'ouvrir dans ce domaine-là. Puis par ricochet, en 2018, écologie, paléontologie. Vous voyez Animal Science qui arrive en 2019, zoologie. 6 nouvelles PCI qui ont été fondées en 2020. Une, on peut en discuter après lors de la discussion et des questions, une en ciblée sur les registered reports. C'est un objet très intéressant. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Ecology and Environmental Chemistry Infections en 2022 de plus, la première en SHS, donc en 2023, PCI Organization Studies, et devrait ouvrir d'ici la fin de l'année ou tout début 2025, PCI Nutrition and PCI Psychology. Voilà, c'est les deux dont je parle. On a déjà le logo de PCI Psychology et PCI Nutrition est en train de rédiger, de faire leur propre logo. Deux autres également, enfin plusieurs autres en discussion, notamment PCI Plant Science qui devrait voir le jour en 2025 probablement, et puis plusieurs autres PCI en discussion. Ça, c'est une diapo pour vous donner quelques chiffres sur PCI. Donc, je vous l'ai dit, 19 PCI. On a reçu maintenant, les chiffres ont un peu évolué, on est plus très loin de 2000 soumissions, un peu plus de 800 articles recommandés. Vous voyez ici les différents chiffres. Je vais parler du PCI Manifesto après. Le nombre de recommandeurs, ce sont les éditeurs et les éditrices associés. On n'est pas loin de 2500. Vous voyez le nombre de PCI Friendly Journals qui avoisine la centaine. Et puis, je vous donnerai quelques détails après sur les soutiens universitaires et institutionnels que l'on a reçus. Ça, c'est pour vous montrer donc l'évolution du nombre de soumissions et de recommandations sur l'ensemble des 19 PCI maintenant, enfin progressivement 19. Donc le nombre de soumissions par an qui augmente, vous voyez là, avec pratiquement 450, entre 450 et 500 soumissions l'an dernier. Et cette année, on devrait dépasser les 500 soumissions. Qu'est-ce qu'il en est de la reconnaissance des préprints recommandés par PCI? Elles sont maintenant clairement recommandées par la coalition S. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec la coalition S, c'est le regroupement des financeurs à l'échelle européenne et même au-delà de l'Europe. Et donc, ces financeurs-là sont d'accord maintenant pour considérer les publications peer-reviewées, donc évaluées par peer review, comme l'équivalent d'articles publiés dans des journaux classiques. On a également une forte reconnaissance par les écoles doctorales, notamment en France. On a fait ce lobbying-là, d'aller voir les directions d'écoles doctorales qui maintenant considèrent les préprints recommandés par PCI comme l'équivalent d'articles à comité de lecture, et les étudiants dans ces écoles doctorales-là peuvent s'en prévaloir pour soutenir leur thèse, sachant que pas mal d'écoles doctorales demandent un, voire plusieurs papiers des doctorants avant de soutenir leur thèse. On reçoit donc également un grand soutien par les institutions, et notamment les institutions françaises. Vous voyez ici la liste avec l'Université Paris-Saclay et AgroParisTech, donc des institutions, des universités et des instituts, CNRS, INRAE et autres en France. Et c'était relativement facile, l'initiative vient de France, même si elle est complètement internationale. Et surtout, il y a un fort soutien aux initiatives de sciences ouvertes en France.
Mais progressivement, on reçoit le soutien donc à l'échelle internationale, en Amérique du Nord, par pas mal de bibliothèques. C'est le cas de la bibliothèque d'Harvard et d'autres bibliothèques d'universités américaines, de nombreuses universités donc, au niveau Grande-Bretagne, donc avec notamment l'université d'Oxford et autres, et puis au niveau européen également, avec pas mal d'universités belges. Un mot également sur le manifeste de PCI. C'est un manifeste que l'on a lancé à la création de Peer Community Journal, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de lancer un nouveau journal, sachant que les auteurs se disent, ou en tout cas les chercheurs se disent, chercheuses, que si elles vont publier dans ce journal-là, tout le monde ne fera pas forcément la même chose, et que s'ils se retrouvent seuls dans le journal, ça va être un peu problématique. Et donc, pour leur donner confiance, on a mis en place cette espèce d'engagement en disant que, voilà, à signer cet engagement, de soumettre dans les 15 mois suivant la signature de ce manifeste, au moins l'un, voire plusieurs, de leurs meilleurs articles pour peer review dans une PCI, et en cas de recommandation, de le publier dans Peer Community Journal. Et on disait aux chercheurs, chercheuses, que vous serez tenus par cette promesse, que si au moins 500 autres personnes donc, font la même promesse, histoire d'arriver en grand nombre dans Peer Community Journal. Et on est plutôt content, puisque maintenant, on est à un peu plus d'un millier, bien plus d'un millier de chercheurs, chercheuses qui ont signé ça de 60 pays différents. Et c'est ce qui explique la dynamique croissante de soumission à PCI et à Peer Community Journal. Voilà, si PCI vous plaît, si Peer Community Journal vous intéresse, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à soumettre vos articles à PCI et de les publier en cas de recommandation dans Peer Community Journal, de nous rejoindre en tant que recommandeur si vous avez de la bouteille dans le système, si vous avez déjà été éditeur, éditrice associé dans des revues, ou si vous avez une bonne expérience en termes de publication. N'hésitez pas à accepter des reviews si vous êtes invité en tant que reviewer. Et puis, on fait aussi, nous également, voilà, comme le fait ici Stella et vous autres, des séminaires autour de la science ouverte. On fait des PCI webinaires auxquels vous pouvez assister. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et créer de nouvelles PCI si vous êtes dans des thématiques qui ne sont pas encore couvertes par les PCI. Je m'arrête là et c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Merci beaucoup, Denis. J'ai arrêté le partage et le